Si Monsieur Ardisson, donc, vous avez dit tout à l'heure que c'est la première fois que vous mettez votre notoriété au service d'une cause. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a conduit à ça et a conduit votre présence et le ressenti que vous avez après cette réunion qui vient de se terminer? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut défendre des causes de proximité. On peut toujours, évidemment, s'inquiéter du fait que les Maldives vont être submergées, mais on n'y peut pas grand-chose. Ça, c'est quelque chose où on peut être vraiment actif, on peut vraiment obtenir un résultat. D'ailleurs, je pense qu'on va réussir. Et ça me semble être une cause typique. Je voudrais que cette histoire de Nonan-le-Pin devienne un symbole. C'est-à-dire le symbole, finalement, on peut stopper la barbarie. C'est-à-dire quand on voit ce qui se passe, c'est barbare, enfin, c'est stupide. Je pense qu'on peut démontrer à travers ça qu'on peut arrêter la barbarie moderne. Tout ce qui nous a été dit est extrêmement inquiétant. Concrètement, est-ce que vous avez eu ce soir des raisons de vous rassurer? Non, je ne suis pas. Je suis convaincu que c'est une très bonne cause et je ne pensais pas, avant de venir ici, à quel point c'était grave. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai vu ce soir, en écoutant surtout le médecin, évidemment, et puis la vétérinaire, et en écoutant Jacques Carle parler des conséquences économiques, je m'aperçois que c'est encore plus aberrant que ce que je pensais ce matin. Voilà. Mais rassuré dans le sens où ça peut être arrêté. Jusqu'où irez-vous, vous, à titre personnel, pour que ce projet s'arrête? Moi, s'il faut appeler François Hollande, je l'appellerai. Enfin, je veux dire par là, c'est un citoyen quand même. Il est président de la République, mais c'est un être humain. Il peut comprendre ça. Je crois que tout le monde peut comprendre ça. Alors, on commencera par Delphine Batho, parce que c'est la ministre de l'écologie. Mais si ça ne suffit pas, on foutra le bordel, oui. Merci, M. Ardisson. Alors, Noëlle Sandoz, présidente de Nonan Environnement, est-ce que vous pouvez nous confirmer que Nonan-le-Pin et sa région va être rayé de la carte purement et simplement en termes de social et économique? Ah, si le projet se fait, c'est sûr, c'est chronique de mort annoncée. C'est-à-dire que comme il n'y aura plus de travail parce que la filière cheval va disparaître, eh ben, le village va mourir, il n'est déjà pas tellement formidable. Et les régions aux alentours, à quelques kilomètres. Oui, exactement. Et puis le problème, c'est que nos maisons ne valent plus rien, mais on ne peut pas s'en aller. On aimerait bien, enfin je ne dis pas ça pour moi parce que je suis dans le combat, mais j'ai rencontré au supermarché une petite dame qui pleurait parce qu'elle cherche à vendre sa maison pour aller dans une maison de retraite et les agences immobilières ne se déplacent même plus. On lui a dit, madame, votre maison, c'est zéro. Donc c'est quand même très grave. Alors la mort, elle va être sur le plan économique, puis elle va être sur le plan de la santé. Vous allez écouter le docteur Lenné qui va vous dire que de toute façon, si on ne meurt pas parce qu'on devient pauvre, on mourra parce qu'on aura un cancer. Voilà ce qui nous attend. C'est formidable. Merci. En tant que juriste, comment une telle aberration puisse exister au niveau des jugements? Quelle est l'histoire de ce préfet mystère et de ce juge qui rend de tels jugements? Alors, non seulement je suis juriste, mais je suis membre de la commission des lois qui s'occupe des affaires juridiques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un très bon préfet, le préfet Maréchaux, qui a refusé d'autoriser l'ouverture de la décharge GDE. Bien. GDE a porté l'affaire devant la juridiction normale, qui est le tribunal administratif. Il se trouve qu'il y a une aberration dans la loi, c'est qu'en matière d'environnement, le juge peut se substituer au préfet. Normalement, le juge, il dit ce que le préfet a dit, c'est bon ou c'est pas bon. Et il renvoie au préfet. Là, il s'est substitué au préfet pour enjoindre au préfet d'autoriser l'ouverture. Vous dites que c'est illégal? Non, c'est pas illégal. C'est prévu aujourd'hui dans le code de l'environnement. Et donc, le juge avait le droit de le faire. Moi, honnêtement, dans ma carrière, je ne l'avais jamais vu. Pourquoi il a fait ça, le juge? Écoutez, le jugement est public. On peut le lire. Moi, il ne me paraît pas particulièrement pertinent. Il ne me convainc pas. En particulier, je trouve extrêmement surprenant que l'on ait, après une enquête publique négative, une injonction du juge de faire. Bon, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Le préfet de l'époque, qui était très opposé à ce projet, à juste titre, a demandé à la ministre de l'époque, Mme Kosciusko-Morizet, l'autorisation de faire appel. Il ne l'a pas obtenue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un jugement définitif. Et en droit français, un jugement définitif, ça emporte l'autorité de la chose jugée, d'où la difficulté d'arriver à trouver la porte d'entrée qui réouvre les affaires juridiquement. Je suis persuadé que si on la trouve
et on verra lundi, ce sera très important lundi. Si on la trouve cette porte et si on réouvre la procédure, même par un tout petit bout, alors tous les espoirs sont permis. Merci monsieur. Vétérinaire à Chailloué, à côté de Nonan-le-Pin, vous avez donc fait une étude sur les conséquences de l'installation de GDE et donc je crois des métaux lourds sur l'entraînement et l'élevage des chevaux de course. En résumé, expliquez-nous la teneur de la catastrophe. Alors déjà, j'ai pas vraiment fait d'études. Je me suis renseignée au niveau de la littérature scientifique de ce qui existait et ce qui avait déjà été écrit là-dessus. Alors pour ce qui est des chevaux à l'élevage, on va avoir forcément ce type de contamination, mais moins poussée puisque les chevaux à l'élevage ne sont pas poussés au travail. C'est plutôt une contamination insidieuse sur du moyen et du long terme, avec plutôt contamination par l'eau de boisson et l'herbe des pâtures, les fourrages et les concentrés qu'on va leur apporter, qui seront eux contaminés plutôt par des métaux lourds. Ces métaux lourds sont forcément pas très bons pour l'organisme, ils touchent un petit peu tous les organes, le digestif, le foie, le rein, le sang, le système musculaire, le système nerveux central, etc. On va avoir des dégénérescences musculaires, des dégénérescences nerveuses. Alors nos chevaux à l'élevage, ce qui est sûr, c'est que les étalons auront une fertilité atténuée au niveau de la production des spermatozoïdes qui seront de qualité moindre et en quantité moindre aussi. On va avoir sur les juments à l'élevage des difficultés à les remplir liées au mauvais état et à tous ces systèmes multiples qui seront atteints. Et enfin, les embryons de ces juments seront mis en contact parce qu'il y a certains métaux qui passent la barrière placentaire. Donc s'ils vont au terme de la gestation, ils finiront très certainement rapidement par souffrir de ces malformations, surtout des retards cérébraux. Et alors après pour les poulains qui arriveront plus tard et qui n'auront pas été en contact, on aura surtout des dégénérescences des cartilages, des atteintes donc articulaires et des déviations angulaires des membres, des lésions d'ostéochondrose et tout ce qui fait pas forcément des chevaux de course ou alors avec plus de difficultés. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, merci. Alors, vous avez tout à l'heure, monsieur le président, président de la région, fait une annonce comme quoi vous allez demander un moratoire. Est-ce que vous pourriez nous en apporter les précisions, s'il vous plaît? L'idée du moratoire est une idée que l'organisation qui s'oppose au projet porte. Et le conseil régional se réunit jeudi et vendredi dans une session plénière comme cela arrive chaque année en février. Donc, le 14 et 15 février. Je vais regarder comment je peux proposer une motion, un vœu au conseil régional pour faire voter les élus du conseil régional sur cette idée de demander un moratoire. Si le vœu est voté, je transmettrai ça au gouvernement, aux autorités qui peuvent, ainsi qu'à GDE aussi, pour essayer de faire œuvre utile. Donc voilà cette idée que j'ai proposée tout à l'heure. Mais alors concrètement, le moratoire, qui peut l'imposer? Moi, ce n'est pas le conseil régional qui peut l'imposer, c'est une idée. Vous voyez bien que la mobilisation, la pression médiatique, entre autres, peut amener les uns et les autres, l'entreprise, GDE, les pouvoirs publics de façon générale, à se dire, bon, ça ne va pas, il y a peut-être des possibilités de réaliser des conciliations et puis de faire en sorte qu'on suspende la poursuite du projet en tentant des médiations de façon à envisager son arrêt. La région n'a pas de compétences particulières là-dessus. Si je comprends bien, c'est le gouvernement qui a cette autorité et pourtant on a eu tout à l'heure une intervention de M. Morin qui disait s'il n'y a pas l'aval du Conseil général, je sais que c'est pas vous de la région, mais il n'y a pas l'aval du Conseil général, ça ne peut pas se faire. Est-ce que cela vous le confirmez et comment se fait-il que le Conseil général ait donné son aval? Le Conseil général, c'est pas la région. On est toujours respectueux du rôle des uns et des autres. Et moi, je n'ai pas à me substituer ici au Conseil général. Ce que M. Morin a dit tout à l'heure, c'est que le Conseil général avait une compétence sur les plans départementaux d'élimination des déchets. Et que c'est au travers de cette compétence que le Conseil général peut approuver ou pas des projets de ce type. Voilà, donc il a renvoyé au Conseil général la possibilité ou pas d'apprécier l'opportunité du projet. Bon, la région, elle, n'est pas sur ce genre de sujet. Et comme je le disais tout à l'heure, la région, en aucune façon et à aucun moment, dans le passé, on ne lui a pas demandé son avis. Voilà, ce qui n'a pas été le cas du côté du Conseil général. Je vais conclure là-dessus. Franchement, vous ne communiquez pas entre les deux conseils à ce sujet-là? C'est un sujet majeur. Si, on communique. Et moi, j'ai déjà dit publiquement et depuis plus d'1 an que j'étais contre ce projet. Voilà, mais quand on en parle, il faut être deux. Dans un mariage, vous savez, il faut être deux. Hein. Et donc voilà, il faudra que les choses peut-être bougent, j'en sais rien. Peut-être que les choses vont bouger. Il faut essayer
de le faire en n'opposant pas les uns aux autres. Ne me faites pas opposer la région au Conseil général, c'est pas ça qui fera avancer le schmilblick. Il faut qu'on se comprenne tous les uns les autres, il faut qu'on avance unis, qu'on voit l'intérêt général et peut-être que la réunion de ce soir permettra d'avancer dans cette direction-là. Merci beaucoup. Monsieur Seillant, j'ai retenu deux choses très importantes dans votre déclaration. La première, c'est les doutes que vous émettez sur le comportement des politiques. Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre pensée? Oui, le doute, oui. Soyons clairs, vous avez dit tout à l'heure que vous doutiez du comportement des politiques. C'est-à-dire que quand on voit des décisions de ce type, avec un préfet qui élève le débat, en refusant une installation abracadabrantesque. Bon. Quand on voit que le tribunal annule pour des raisons de pur droit, ce qui montre, vous savez, je suis juriste, je sais qu'on peut annuler ou autoriser dans les mêmes conditions. Et quand je vois que le ministère interdit au préfet de faire appel, quand je sais que, alors là, peut-être que je vais trop loin, mais enfin, ce sont des données qui me sont... que l'industriel est sponsor d'un certain nombre de clubs de foot, et notamment de Valenciennes, quand je sais qu'au ministère, il y a eu un député de Valenciennes, je m'interroge, voilà, et je me dis pourquoi y a-t-il cette facilité qui est donnée. Écoutez... Des influences, soyons clairs. Écoutez, on avait la fille de Jean Gabin. Nous nous souvenons tous, on était très jeunes, mais vous n'étiez pas nés. Mais Jean Gabin ne pouvait pas acheter des terres. Oui, je m'en rappelle. Et ce monsieur, il achète des terres comme ça, les plus classées, les plus... Comment il a pu faire? Tout est comme ça. Ensuite, il a une autorisation administrative, bon, dans des conditions que nous avons vues, mais je dois m'interroger. Voilà. Alors, j'en ai assez dit. Vous dites tout à l'heure, Monsieur Dauphin va annuler son projet. Oui. Pour une question d'image. Pourquoi alors pourquoi Monsieur Dauphin va annuler son projet? Parce que, premièrement, il n'a aucun avantage économique et financier à le poursuivre. Il aura tous les ennuis du monde. Il va y perdre tout. Voilà. Moi, je crois qu'il est intelligent. Je ne suis pas simplement professeur. Je suis chef d'entreprise, j'ai une maison d'édition. Quand je prends une mauvaise décision, j'ai intérêt à l'annuler assez vite. Voilà, le plus vite possible. Eh bien, je pense qu'il sait qu'il a pris une mauvaise décision. Je pense qu'on n'aura même pas à lui dire de l'annuler. Il va le retirer. J'en suis persuadé. Mais ça, c'est une hypothèse, c'est une théorie. Vous avez des choses pour l'appuyer? Mon passé, mon expérience. J'ai trop vécu avec des grands chefs d'entreprise, je les connais. Les meilleurs sont ceux qui savent réaliser, qui sont sur une mauvaise voie. Et il n'est pas mauvais. Voilà. Tout le monde dit que ce terrain, il est au milieu d'un patrimoine exceptionnel. Enfin, pourquoi finalement Dauphin a choisi ce terrain? Enfin, c'est hallucinant. Voilà. C'est une des raisons que je ne comprends pas. Je pense qu'on peut toujours faire des erreurs. Je crois qu'il ne s'est pas rendu compte du tout des réactions qu'il y aurait, des agressions qu'il allait commettre. Ce sont de véritables agressions. On a dit économiques, sociales et environnementales. Il ne l'a pas vu. Il a vu un territoire rural, il se dit, c'est des paysans, je pense qu'ils sont incapables de voir. Il n'a pas vu qu'il y aurait tout ça. Non, je ne crois pas. Là, vous dites que c'est un mauvais. Et oui, on peut être mauvais de temps en temps. Je pense qu'on peut être mauvais. Une fois qu'on a dit ça, il peut y avoir d'autres raisons souterraines que je ne connais pas. Mais il est bien vrai que, voulez-vous... on peut se poser quand même la question de savoir quel est l'intérêt d'un industriel qui est à Caen, n'est-ce pas, qui, pas loin, a pas mal de friches. J'ai parlé des friches. C'est quand même, sur le plan stratégique, venir créer de l'industrie sur une zone qui est en friche industrielle, c'est quand même... Vous avez des tapis rouges. Oui. Vous avez des tapis rouges. Je ne comprends pas, je vous le dis. Voilà, je ne comprends pas. Docteur, j'aimerais vous poser la question, en termes de santé publique, quelle est la gravité des effets, des conséquences de l'affaire GDE, donc la gravité et quelques exemples concrets que tout le monde puisse comprendre? Il y a un problème qui va se poser immédiatement, c'est que vous avez dans cette décharge un mélange de résidus de broyage automobile qui contient en fait beaucoup de produits dangereux
et puis avec des produits et des déchets industriels, mais qui sont fermentescibles, très hautement fermentescibles. Et donc, vous allez avoir un mélange de tout ça. Et ce mélange, ça va donner du biogaz. Et donc, le biogaz, c'est du méthane, c'est du dioxyde de carbone, mais c'est aussi des composés soufrés dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, puisqu'il y a eu une fuite de produits de ce genre. Et donc ces produits-là sont extrêmement odorants, ils ont une odeur puissante et extrêmement nauséabonds. Donc ça incommode toute la population, et donc toutes les populations qui sont sous le vent, sur plusieurs kilomètres, vont être exposées à respirer ces mauvaises odeurs plusieurs jours par semaine probablement. Non seulement c'est désagréable, mais c'est cancérigène? Non, ça c'est des mauvaises odeurs. Donc ça c'est malsain, ça rend malade, mais c'est une autre forme de maladie. Alors il y aura d'autres impacts sur la santé. Le feu, j'ai entendu parler du feu tout à l'heure. Oui, ça c'est le troisième type de dommages possible. Vous avez dans cette décharge toutes les conditions pour que des incendies et des incendies considérables se développent. Parce que vous avez des gaz inflammables, bien sûr, et puis vous avez du combustible en quantité énorme, parce que le résidu de broyage automobile, ça brûle très bien. Et là, c'est quelque chose qui risque d'arriver, surtout si on a par exemple un pilote de l'installation qui n'est pas très scrupuleux et pas très respectueux de l'environnement. Donc là, le risque, c'est le risque catastrophique là, par contre. Hein. Et si la personne qui pilote, enfin l'industriel qui pilote n'est pas scrupuleux, là, on l'a à tous les coups. Hein. Il est bien évident que l'industriel en question ne l'est pas scrupuleux. Ben, il montre pas qu'il l'est sur les sites où on le connaît pour l'instant. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça change. On a cité le premier point, le troisième, il y en a un deuxième évidemment. Le troisième, là, ce que je veux dire, c'est que là, par contre, il y a des conséquences vraiment catastrophiques, aussi bien sur l'environnement, sur l'économie, ça peut arrêter l'économie, parce que c'est vraiment un très gros feu. Les fumées avec plein de produits nocifs vont se développer et vont polluer sur une zone qui peut être 20 km, jusqu'à 20 km à partir du foyer d'incendie. Donc c'est assez considérable. Hein. Ce sera un événement, hein. Vous serez sur place, parce que ça fait la une des médias, ça. Hein. Merci. On a tout dit, je crois. Le deuxième, j'ai oublié le deuxième. Alors le deuxième type d'effet, c'est l'impact à terme, c'est un effet à retardement de la dispersion des polluants. Quand vous dispersez du biogaz, en même temps que le gaz se disperse dans l'environnement, il entraîne avec lui et il véhicule tout un tas de poussières et de produits toxiques. Et là, les produits toxiques, il y en a un certain nombre qui sont bien connus, qui sont des produits toxiques qui vont ensuite s'accumuler dans l'environnement. Ils sont très peu dégradables, ils restent dans l'environnement et puis ils se concentrent dans les chaînes alimentaires. Typiquement, c'est des exemples comme la dioxine et des produits comme ça. Et là, vous avez des conséquences, puisque là, on arrive à des conséquences d'un autre type, c'est-à-dire qu'on a vraiment des cancers et des perturbations du système hormonal avec toutes les conséquences possibles sur l'appareil reproducteur et sur toutes les composantes a priori, hein, la glande thyroïde, le diabète, voilà. Bien, c'est un constat aussi clair qu'un avenir sombre alors. Ces éléments figurent, hein, ils sont cités hein, dans le dossier. Par contre, donc ils ne sont pas niés comme des dangers potentiels, ce n'est pas une invention. Ils ont été obligés de l'écrire dans le dossier. Par contre, effectivement, le jeu de GDE, ça a consisté à systématiquement minimiser en disant il ne se passera rien, ne vous inquiétez pas. Mais en s'appuyant sur des données qui sont tellement fragiles que tout ça, ça ne fait pas très sérieux. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci.